Alors, donc, pourquoi Arles, pourquoi l'atelier et pourquoi 313? Tout simplement parce que l'atelier d'Arles ouvre cette année-là et dans des conditions très particulières. Et c'est l'une des rares ouvertures d'atelier où nous allons pouvoir avoir le départ d'un endroit et l'arrivée de l'autre. Et ce qui sera. Donc voilà. Donc, pourquoi une nouvelle capitale? Aussi, c'est parce que le rôle de la ville d'Arles va être très important à ce moment-là. Et vous savez très bien, on sait cette histoire qui nous l'apprendra, que Arles ne deviendra pas capitale, puisqu'en fin de compte, la nouvelle capitale, ça sera Constantinople, c'est à l'ancienne Byzance, la future Istanbul. Mais il eût été possible que pendant un court laps de temps, que Arles fût devenue la capitale de l'Empire, la nouvelle capitale de l'Empire romain. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que les Arélates, donc les habitants d'Arles, sont très attachés à ce phénomène et Constantin est un petit peu partout. Donc voilà un petit peu pour le cadre. Donc je vous invite, donc Alex a travaillé sur l'atelier. L'ouverture de l'atelier nous intéressait énormément. Nous avons eu déjà plusieurs fois l'occasion et il y a toujours en gestation un article sur le sujet, donc qui reste à écrire. Et justement, Alex, en ce moment, je crois que ça le. Donc voilà, nous sommes partis et nous allons découvrir cette histoire donc, qui va nous mener depuis les rivages de la mer Tyrrhénienne jusqu'au golfe du Lion. Attends, comment je fais pour passer deux diapos? Non, non, non. Non, normalement, c'est. Excuse-moi, pour passer de diapo en diapo, qu'est-ce que je fais? C'est là, normalement, non? Ah. Bon, on va se mettre en diaporama. Ah oui, d'accord. On va se mettre d'abord peut-être en diaporama complet, ça sera mieux. Laurent, tu m'entends? Affichage plein écran. Tu m'entends, Laurent? Oui. Oui, il faut. Oui, c'est Marie-Laure. C'est un PDF, donc il faut faire défiler sinon avec la souris. Oui, Marie-Laure, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est un PDF, du coup, tu peux le faire défiler avec la souris. On ne t'entend pas, Marie-Laure. Non, là, ça ne marche pas. Mais si, moi je l'entends. On va continuer, les enfants. Allez, vas-y. Ah, d'accord. Attends, tu veux que je me pousse? Attends, vas-y, je te laisse la place. Je te laisse la place. Ça se reconnecte. Ça se reconnecte. Il y a des oui, il y a tous les autres après. Et donc, moi, pour changer de diapo, je fais quoi alors? C'est pas possible. Il y a un petit temps, il y a un laps de temps. Ah, d'accord. Bon, bien. Donc, nous commençons avec cette carte. Alors, donc, on n'a pas l'écran complet en plus. Donc, la carte de l'Empire romain. Vous savez que donc nous sommes après la tétrarchie. Donc, la tétrarchie, c'est ce régime qui a été instauré par Dioclétien à partir de 294, qui avait succédé à la diarchie, du gouvernement à deux. La tétrarchie est le gouvernement à quatre, en l'occurrence deux Augustes, Dioclétien et Maximien Hercule, et deux Césars qui leur sont adjoints, Constance Chlore et Galère. Donc, ce système va fonctionner jusqu'en 305, c'est la fin de la première tétrarchie. Donc Dioclétien et Maximien Hercule abdiquent et sont remplacés par les deux Césars qui deviennent Augustes, Constance Chlore et Galère. Ce système était fait pour durer 20 ans, ce qui avait été le cas pour les premiers. Le système va tenir un an, puisque Constance Chlore meurt le 25 juillet 306 à York, et il est immédiatement remplacé par son fils qui avait réussi à quitter la partie orientale de l'Empire pour le rejoindre en Bretagne. Désolé, on a des petits problèmes de connexion. Cet empire, Constance Chlore est mort le 25 juillet 306 à York et Constantin a été nommé immédiatement Auguste. Le seul problème, c'est que ça ne pouvait pas marcher. Donc, il s'est lui-même rétrogradé César et on a une deuxième tétrarchie
qui est remplacée par une troisième, mais qui ne va durer en elle pratiquement même pas un an, puisque en avril 307, elle éclate. Les nouveaux empereurs qui ont été nommés, Sévère II, qui était César et qui était devenu Auguste, est éliminé. Et en fin de compte, Constantin va devenir définitivement Auguste en décembre 307, comme l'a bien établi Jean Laforie dans la nouvelle chronologie de cette période. Si bien qu'on n'a plus de tétrarchie vraiment, on a d'un côté en Occident Constantin, qui est Auguste, on a Maxence, qui est le fils de Maxime Hercule et qui lui est à Rome, et donc il a été proclamé en octobre 306. On a Galère, qui était le principal empereur, qui était le Seigneur Augustus, qui lui est en Orient, avec un César, Maximin de Daïa. Puis, on va avoir une série d'usurpations, on va avoir Alexander en Afrique, et tout ça va si mal qu'on est obligé, en novembre 308, de faire une conférence à Carnunton, et c'est à peu près la situation que nous avons là, où on redistribue les places. Parce qu'entre-temps, Maxime Hercule avait très mal accepté la retraite, il était revenu au pouvoir, il s'était fait chasser par son fils Maxence, il s'était réfugié auprès de Constantin, il a marié sa fille Fausta. Donc tout ça, ça fait, passez-moi l'expression, un énorme bazar. Si bien que le 11 novembre 308, à Carnunton, donc en plein centre de l'Empire, il y a une conférence qui est censée rétablir et de recréer le système tétrarchique. Le seul problème, c'est qu'au lieu de prendre ce qu'on avait, Galère va aller chercher un nouveau César qui va nommer directement Auguste et qui s'appelle Licinius. Si bien qu'au lieu de résoudre la crise, ça va l'accentuer. Et dès l'année suivante, tout le monde est Auguste en 309, si bien que le système tétrarchique a pratiquement vécu. Mais entre-temps, les différents intervenants se font la guerre. Et ils se font la guerre deux par deux. Maximien Hercule va essayer de reprendre la pourpre une troisième fois. Il est éliminé par son gendre à Marseille, après avoir essayé lui-même de tenter d'assassiner l'empereur, donc Constantin. Il nous reste donc, Galère meurt le 5 mai 305 après avoir proclamé un édit de tolérance. Il nous reste donc 4 empereurs, Constantin en Occident, Licinius dans la partie centrale, Maxence à Rome et en Italie, et Maximin Daïa en Égypte. Voilà la situation telle qu'elle se présente au début de l'année 312. Et là, Constantin va décider d'envahir l'Italie et donc de régler son compte à Maxence. Et c'est la fameuse guerre de 312, donc il va descendre depuis la Gaule. Il était sur le limès rhéno-danubien et en particulier sur le limès rhénan. Il va descendre en Italie, il va s'emparer progressivement de toutes les places. Et c'est là où commence réellement notre histoire, à condition que ça veuille passer. Là, il y a G qui est revenu. Je vais le mettre. Excusez-nous, on a des problèmes techniques de liaison ce soir. Il y a une discussion, je vais voir qui a comme problème. Oui, mais ça ne marche pas. Voilà. Non. La prochaine fois, je viens avec ma connexion Zoom à moi. Voilà. Donc, voilà. Ah oui, mais là, on ne l'a pas. Comment ça se fait? Oui, attends, je t'ai fait la place. Bon. Voilà. Ah, oui, mais là, elle n'y est pas vraiment. En fait, quand elle est comme ça, c'est pas bon. Oui, il faut qu'elle soit comme sur l'écran. Voilà, là, c'est bon. Bon, on peut espérer, après ces multiples faux démarrages, nous commençons avec un magnifique buste de Constantin qui se trouve aujourd'hui à Rome, au musée du Capitole. Donc, Constantin est le principal empereur, Auguste. Il est en train de faire la guerre à Maxence. Et la guerre... Ah, il faut que... Ah, Maurice, il m'a fait.
la mets. Mais il faudrait que... Je crois que tu l'avais allégé, tu m'avais dit que tu l'avais allégé. Moi, j'avais aucun problème. Il défilait à la maison parfaitement avec ma collection. Et j'ai pas une collection extraordinaire. Hein. Alors, attends, sur quel bouton tu appuies? Sur quel truc tu appuies? Voilà. Voilà. En fait, tu appuies là-dessus. D'accord, sur là-dessus. OK. Sur le pad. OK. Sur le pad. Bon. Oui, ah bon, on va essayer d'avancer. Donc, Constantin est donc Auguste en 312. Il a commencé cette guerre donc contre Maxence. Il a envahi l'Italie et il va se. Alors, vous allez avoir cela. Oui, mais je ne sais pas. Là, je ne sais pas à l'écran. Hein. Voilà. Alors, donc, il y a un problème apparemment de retard à l'allumage. Donc, vous avez là notre tableau de différents personnages. Vous voyez qu'ils sont tous liés par mariage. C'était encore une fois des empereurs choisis. Mais en fin de compte, le lien dynastique a joué un très grand rôle. Il a joué pour Constantin, donc, qui est le fils de Constance. Il a joué pour Maxence, qui est le fils de Maximin. Et en fin de compte, ce système le système hiérarchique va échouer. Et vous avez donc toute la dynastie, grosso modo, jusqu'à Julien l'Apostat, et donc tous vont se succéder. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes au moment où Constantin, avant de se rendre à Rome, vous allez voir, ça va le temps que ça arrive. Voilà. Donc, nous aurons un différentiel entre l'écran que j'ai moi et le différentiel sur l'écran qui s'affiche. Apparemment, c'est un problème, oui, c'est un problème de mémoire. Donc, voilà. Pourquoi cette représentation? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que nous avons devant nous? Quel est ce site bien connu qui se trouve en France? Non. C'est Grand. Voilà, exactement. Jean a raison. C'est le site de Grand. Et pourquoi le site de Grand? Tout simplement parce que Constantin, avant de descendre, régler son compte en 310, a été à Grand, s'est rendu à Grand, qui était un centre très important médical, un culte d'Apollon Granus, et donc il a eu ce qu'on appelle l'incubation pendant la nuit, et il a eu la première vision que raconte Lactance, qui se prêtera comme étant chrétienne, mais qui est en réalité un mythe apollonien, c'est-à-dire qu'il a vu Sol lui apparaître en rêve, qui lui promettait l'empire complet pour lui. Donc, vous allez dire que là, c'est une aquarelle de Jean-Claude Golvin, bien connu de nous tous, et qui a parcouru, qui a dessiné tout l'empire, qui est encore, tout à l'heure j'étais au Louvre, il a été jusqu'à Napata. Et donc, vous allez voir ce site de Grand aujourd'hui tel qu'il est. C'est une restitution avec le fameux temple d'Apollon Granus aujourd'hui où est construite l'église, qui est d'ailleurs en train de s'écouler parce qu'elle est directement construite sur la source, quand il veut. Voilà le site de Grand aujourd'hui. Mais vous voyez, le plan reprend exactement le plan de la ville antique. Et donc, il a eu cette vision très importante qui lui promettait l'empire. Et on va la retrouver sur le monnayage très rapidement, dès les années 310, avec Guy de 13. Ah oui, on a eu beaucoup de choses, mais on n'avait pas encore eu ça. On n'a pas de pirates ce soir, hein. On n'aura pas les... Enfin, pas encore. Ah oui, là, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ça rame. Hein? Ah oui. Oui, mais là, il n'y a rien. Je ne comprends pas ce qui se passe du tout. C'est pourtant je suis sur la prise réseau. Tu veux que je parle? Non, si tu enlèves la prise réseau, c'est génial. Bien. Après cette coupure,
C'est un coup des Russes, ça c'est sûr. Ils nous font, ils sont contre l'atelier d'art de la capitale. Donc, le sol que vous avez au revers, alors là, c'est une émission justement d'art mais d'une autre émission de la 4e édition. Mais Sol est devenu le dieu principal des monnaies avec cette légende, Soli Vito Comiti, c'est-à-dire le soleil vainqueur, le compagnon du soleil vainqueur, va être le principal thème iconographique du monnayage de Constantin, en particulier pour le monnayage de cuivre ou saucé d'argent. Donc, voilà la situation telle qu'elle est en 312. À Rome règne donc Maxence, que vous avez ici sur un magnifique solidus de l'atelier d'Ostie. L'atelier d'Ostie a été ouvert à la fin de l'année 308 ou au début de l'année 309. Et vous avez ici donc la représentation au revers de la victoire qui apporte, en fin de compte, le globe de la victoire éternelle à notre Auguste, en l'occurrence Maxence. Donc Maxence est l'ennemi. Vous avez un magnifique portrait de face avec une légende Maxentius PFO pour Pius Felix Augustus. Et au revers, ce n'est pas la marque des PTT à l'époque romaine, mais bien la marque de la première officine de l'atelier d'Ostie. Donc, un monnayage extrêmement rare, monnayage qui a été parfaitement étudié et publié récemment par Vincent Drost, dont c'était le sujet de thèse. Voici donc de la même manière, cette fois-ci, un Folies de bronze ou Nubus, donc toujours pour Maxence, avec cette fois-ci des Dioscures, la légende à Eternitas Augustinostri, toujours de l'atelier d'Ostie. Or, vous allez comprendre pourquoi je vous parle beaucoup de l'atelier d'Ostie, parce qu'il va jouer un grand rôle dans notre histoire. Donc, les Dioscures, Castor et Pollux, accompagnés de leurs chevaux, qui rappelaient aussi le rôle des équithèses dans l'armée de Maxence et qui vont tenir aussi un grand rôle dans la suite des opérations. Ah, là, ça y est. Et voilà, nous sommes arrivés au moment du fameux affrontement, donc qui va avoir lieu le 28 octobre 312 et qui marque la défaite de Maxence, la défaite finale, puisque le Maxence va se noyer. On va retrouver son corps, on fichera sa tête sur une pique, et c'est la fin justement de Maxence, donc le 28 octobre. Constantin fait son entrée dans Rome le lendemain et reçoit 2 siècles exactement après Trajan le titre d'Optimus. Donc ça, c'est très important parce qu'il va se retrouver sur le monnayage. Et vous avez donc une vision là du pont Milvius actuel, une vision de la bataille, et vous avez surtout le fameux chrisme, donc, qui est là, cette fois-ci, le mythe de Lactance, de la veille de la bataille, où il aurait eu en songe une apparition, et cette fois-ci donc christique, et avec cette légende, Hoc signo victor eris, sous ce signe tu seras vainqueur, et qui était, en fin de compte, le Christ à placer sur l'étendard que Constantin a fait, qui lui aurait donc donné la victoire. Bon, légende, mythe ou réalité, là, en tout cas, c'est le triomphe de Constantin sur Maxence, et Maxence est donc complètement éliminé, il disparaît de la situation. Je vous rappelle que Maxence était le fils de Maximien Hercule et le frère de Fausta, le mari, enfin la femme de Constantin le Grand. Donc, 28 octobre, c'est terminé. Constantin s'empare bien sûr des territoires, donc il récupère Rome et bien sûr va récupérer l'atelier d'Ostie. Voilà la situation. Alors ça, c'est important. Ostie, aujourd'hui, Ostie est ensablée, mais à l'époque, c'était le grand port d'approvisionnement de Rome qui lui permettait de faire remonter par le Tibre, donc port maritime, où là, vous avez une vision telle qu'on pouvait l'avoir entre l'époque de Trajan et le IIIe siècle. Le port avait été réaménagé d'abord une première fois sous Néron. C'est le fameux revers de bronze à partir de 64 avec Porte Hoste, puis ensuite sous Trajan, et ce qui lui permettait, en fin de compte, c'était le grand port qui permettait aux flottes qui amenaient en particulier le blé d'Égypte d'approvisionner Rome, donc l'Oups, en grains et dans tous les produits. Donc c'est la raison pour laquelle, voilà, vous avez un plan. Le port était différencié de la ville et Ostie s'était vu pourvoir d'un atelier, en fin de compte, parce qu'après la récupération de Carthage, l'élimination d'Alexandre, le tyran, ce qu'on appelle, on a ouvert donc cet atelier à Ostie pour suppléer, justement, parce qu'il n'y avait plus la possession de Carthage. Donc l'Italie avait 4 ateliers.
Portus, absolument. Était au civil et pas sur le port, hein, absolument. On avait 4 ateliers en Italie, donc Aquilée, Ticinum, Rome et Ostie, ce qui est beaucoup pour une toute petite région, hein, bien sûr. Et tout ça dominé par Maxence, mais Maxence, dès le début de l'année 312, perd le contrôle de Ticinum et d'Aquilée, il ne lui reste plus que Rome et Ostie. Et donc Constantin récupère directement ces 2 ateliers. Voilà, vous avez les premières monnaies. Donc, la prise de Rome le 28 octobre, Constantin reconnu Optimus Maximus le lendemain par le Sénat, donc titre qu'avait obtenu Trajan lui-même en 112. Et donc, Maxence est remplacé sur les monnaies par Constantin. Et vous avez un revers extrêmement rare ici, avec le Genio Populi Romani, donc qui avait été le type principal de la tétrarchie, et qui était resté en usage dans certains ateliers, en particulier des ateliers orientaux, mais qui était peu utilisé par Constantin depuis 310, lui préférant le type du sol invicto. Et là, vous avez une pièce de la première officine de l'atelier la troisième, attendez, non, la première officine de l'atelier d'Ostie, donc pour du ménage de bronze, avec le génie, donc tenant la patère, la fiale et la corne d'abondance et sacrifiant au-dessus d'un autel allumé. Donc légende tout à fait classique, Im Constantinus, PF Hog. Donc atelier d'Ostie, ces monnaies sont frappées après la chute de Maxence, vraisemblablement entre la fin de l'année 312 et le début de l'année 313. Vous avez ici, on a beaucoup plus rare, un solidus. Donc le solidus est une monnaie qui a été créée par Constantin, on pense aux alentours des années 309-310, et remplace la monnaie plus ancienne qui était l'aureus, en tout cas dans les territoires contrôlés par Constantin le Grand. Et cette monnaie a la particularité d'être taillée au 72e de livre. Elle a un poids théorique d'environ 4,50 grammes et va s'imposer dans tous les territoires de Constantin, remplaçant l'aureus. Tandis que dans les territoires contrôlés par Maximin d'Aia ou Licinius dans un premier temps, l'aureus continue d'être frappé. Ici, vous avez un magnifique revers avec la victoire constantinienne, donc Victoria Constantini Augusti, la victoire tournée à gauche, tenant la couronne et la palme, et encore une fois, la légende pour la première officine d'Ostie. L'atelier d'Ostie fonctionnait avec 4 officines PSTQ. Quand il veut. Voilà. Alors ça, c'est la dernière émission d'or pour l'atelier d'Ostie, qui se caractérise par l'imposition d'une petite étoile après la marque d'officine. Et là, vous avez une légende très intéressante qui, normalement, était plutôt réservée aux Césars, mais que Constantin va continuer d'utiliser, qui est bien connue, puisqu'elle avait été utilisée pendant tout le IIIe siècle par les Césars, qui est Principi Juventutis, c'est-à-dire le haut prince de la jeunesse. Hein. Mais là, en l'occurrence, Constantin est bien auguste, puisque nous avons la légende PF Hog, Pius Felix Hog. Bon, désolé pour le petit décalage qu'il y a parfois entre l'image que moi j'ai à l'écran et l'image qui arrive sur vos écrans. Donc, Licinius est associé aussi au monnayage. Là, vous avez un très rare solidus de Licinius, donc Licinius, PF Hog, et avec la légende Iovi Conservatori, Augustorum, donc pour les 2 Augustes, Constantin et Licinius, toujours pour l'atelier d'art, de style, pardon, excusez-moi. Enfin, un bronze ici, avec le génie que nous avions déjà rencontré, mais plus classique, le génie du peuple romain, Genio Pop Rome, pour la première officine de l'atelier d'Ostie, et un buste vu de 3/4 en arrière, ce qu'on appelle un buste dans le code bastien, un buste A2, hein, donc drapé et cuirassé vu de 3/4 en arrière. Donc c'est un monnayage très important qui est quand même frappé après l'arrivée de Constantin, où sont associés et Licinius et un autre empereur qui est beaucoup plus rare à Ostie, qui est beaucoup moins courant, qui est Maximin II d'Aia, donc qui était le dernier Auguste, qui lui contrôlait à ce moment-là, depuis la mort de Galère, toute la partie orientale de l'Empire, et qui est donc encore reconnu à la fois par Licinius et par Constantin, mais pour une période extrêmement courte. C'est Moneta, Ostia, Prima. Et voilà, nous arrivons à notre atelier d'art. Alors, ce n'est pas la première émission. L'or n'a pas d'abord été émis. Nous allons voir pourquoi. Mais c'est la première émission de l'atelier d'art
pour Constantin avec Virtus Augusti, et c'est devenu aujourd'hui l'écusson de la cité. Alors, nous verrons pourquoi le lion et pourquoi la massue. Hein, mais nous y reviendrons plus tard. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'atelier d'Ostie. Pardon? Oui, voilà, c'est ça. On sent surtout la filiation herculéenne avec Constantin. Donc, l'atelier d'Ostie va fermer ses portes. Il ferme ses portes au début de l'année 313, au printemps 313, et là, les dates sont extrêmement importantes, et l'atelier d'art va ouvrir tout de suite après. Ça, c'est donc le phénomène, et c'est ce qui va nous intéresser, qui va retenir notre attention ce soir, c'est comment on est passé de l'atelier d'Ostie, donc qui était un atelier qui avait été ouvert relativement tardivement, fin 308, début 309, à l'atelier d'art qui ouvre, lui, au printemps ou à l'été 313. Et comment on passe d'Ostie à A, ou en Arles si on est provençal. Donc, vous avez une petite vision là sur la gauche, complètement à gauche de la vue de la table de Pottinger. Donc, c'est ce fameux itinéraire, c'est le guide Michelin du IVe siècle. Hein. Donc, cette table de Pottinger a été retrouvée à la fin du Moyen-Âge. C'est un grand rouleau hein, de presque 14 mètres de long. Et vous avez là, à l'embouchure du Rhône, vous avez Arelat, hein, qui est écrit là, et juste à côté d'Aquae Sextiae, qui est juste de l'autre côté à droite. Donc, situation d'Arles sur la table de Pottinger. Ce n'est pas une très grande ville. Quand vous regardez bien, elle n'a que, comme on dirait aujourd'hui, ça ne mérite pas le voyage. Ça vaut à peine le détour. Voilà, ça c'est la reconstitution que vous avez au musée d'Arles, de l'Arles antique. Hein. Donc, Arles est une ville bicéphale, avec d'un côté donc la ville elle-même d'Arles qui est d'un côté du Rhône et de l'autre côté Tinquetaille, donc qui se trouve, c'est là où ont été faites les fouilles sous-marines et où ont été retrouvés les nombreux objets, dont le fameux buste que l'on attribue à César et qui est présenté aujourd'hui en Arles. Vous avez le fameux pont de bateau. Donc, Arles est à la fois un port fluvial et un port maritime. Les bateaux venant de la mer remontant jusque-là, jusqu'à Tinquetaille, et les bateaux descendant le Rhône, les barques descendant jusqu'à Tinquetaille. Et les échanges se faisaient là, le déchargement se faisait là. Donc, un port très important qu'aujourd'hui, on ne perçoit plus quand on est en Arles. On va avoir une autre vision, dès que ça voudra. Voilà, ça c'est, bon, vous aurez tous reconnu une aquarelle de Jean-Claude Golvin. Vous avez là-bas, tout au fond, vous avez le cirque, donc l'hippodrome, aujourd'hui, qui est l'autoroute. L'autoroute passe là, et surtout, le musée est construit sur une partie de cette enceinte. Sinon, autrement, vous retrouvez l'amphithéâtre, vous avez le théâtre, vous avez les thermes, vous avez le forum, les thermes de Constantin. Hein. Donc, et tout cela donc avec une enceinte qui datait du 1er siècle et qui a été modifiée au 3e siècle. Le pont de bateau est un Tinquetaille. Donc, aquarelle de Jean-Claude Golvin. Voilà la vision. Aujourd'hui, je vous ai repris une vue du centre-ville, donc il ne vous montre qu'une partie, donc l'amphithéâtre et une partie du théâtre avec, alors bien sûr, le pont a disparu. Il en reste une trace à peine perceptible au niveau des deux arches, mais qui sont beaucoup plus modernes. Et là-bas, au fond, ce que vous voyez, à côté des arches, à côté du Rhône, c'est la gare moderne du 19e siècle. Donc voilà, nous retrouvons notre fameuse monnaie avec ce lion, donc Virtus Augusti, donc avec le lion qui peut être à droite ou qui peut être à gauche, donc surmonté de cette massue. C'est tout simplement, donc c'est le symbole, ça va devenir l'épizène de l'atelier d'Arles, mais c'est surtout le symbole herculéen de Constantin, car il faut vous rappeler que dans la filiation de Constantin, Constantin est le fils de Constance Chlore, qui lui-même était le César de Maximien Hercule. Rappelez-vous que lorsque Dioclétien fonde la diarchie en 286, il y a une double appartenance, lui-même se plaçant sous la puissance jovienne, c'est-à-dire de Jupiter, et Maximien Hercule sous celle d'Hercule, donc herculéenne, ce qui montrait en même temps la subordination du second au premier.
Et donc, Constantin, en mettant ce symbole, montre aussi, c'est une façon de montrer sa puissance, le lion. C'est aussi peut-être un rappel des troupes qui l'ont accompagné depuis Trêves. Je vous rappelle que depuis l'époque de Caracalla, le lion est assimilé en général aux troupes d'élite romaines. Et alors, on les retrouve sur des Antoniens et des deniers à partir de 215 dans le monnayage de Caracalla. On les retrouvera ensuite sur des Antoniens de Galliens pour les légions de Galliens à l'atelier de Milan et surtout sous Victorin, donc, qui sont apparemment les équites, c'est-à-dire ces cavaliers d'élite, gardes personnels et prioritaires qui accompagnent l'empereur. Ce sont des corps prétoriennes, mais à cheval, et qui sont à part. Ce n'est pas la garde germanique du Haut-Empire, ce n'est pas les cohortes prétoriennes qui ont été dissoutes. Hein. Le premier acte que fait Constantin après avoir pris Rome, c'est qu'il dissout les cohortes prétoriennes qui pouvaient rester. Hein. Et la légion de Partica qui se trouvait en dehors de Rome et qui gardait Rome, et qui avaient été les derniers soutiens de Maxence. Donc là, donc ça, c'est la deuxième émission de l'atelier qui va commencer à l'été 313, peut-être jusqu'à la fin de l'année 313, et peut-être jusqu'au début de l'année 314. Mais elle est très importante. Cette pièce-là fait partie de la collection du musée d'Arles. Je vous rappelle que le musée d'Arles, d'abord sous l'impulsion de M. Rouquette, qui a été le premier grand conservateur pour la deuxième partie du XXe siècle, et puis ensuite avec les conservateurs successifs, aujourd'hui, Arles a l'une des plus belles collections du musée, et le cabinet des médailles, à chaque fois, a laissé la priorité au musée d'Arles quand il y avait une pièce importante qui se présentait, pour que Arles puisse constituer une collection très importante. Et dans le catalogue que je vous ai fait circuler de la collection, de l'inventaire d'Arles, de nombreuses monnaies sont aujourd'hui conservées au musée d'Arles. Voici d'autres monnaies, tout aussi rares, sinon plus rares. C'est le même revers, ce Virtus Augusti, mais cette fois-ci associé à l'autre empereur, Licinius. Et pour Arles, nous n'avons pas de monnaie de Maximin d'Aia. Donc ça va nous poser un premier hiatus, c'est de savoir pourquoi Maximin ne figure pas dans le monnayage Arelate et à quel moment, justement, ce monnayage-là a-t-il été frappé. La seule chose que l'on sait, et dont on soit sûr, c'est que l'atelier de Sly ferme au début de l'année 313. Il ferme grosso modo entre le mois de mars et le mois de juin 313. On sait que Maximin d'Aia a été battu par Licinius en juin 313 et qu'il disparaît complètement à l'été 313, entre le mois de juin et le mois d'août. Donc, si nous avons, et l'or en l'occurrence, là, il n'y a pas de problème, ça veut dire que les émissions d'or sont postérieures à la mort de Maximin, ou du moins à son éviction du collège impérial, la rupture étant intervenue au printemps 313. Voici l'autre revers, qui est beaucoup plus spectaculaire de Constantin, donc, qui fait référence à la Principis Providentissimi, donc avec un autel où sont inscrits les mots sapientia, c'est-à-dire la patience, la connaissance, surmontée, donc qui est dédiée à Athéna et au dieu de la guerre, surmontée d'une chouette avec un casque, un bouclier et un bouclier orné d'une tête, enfin d'un masque de lion, hein, donc qui rappelle aussi l'autre revers, et une haste. Donc pour la troisième officine de l'atelier d'Arles. Les légendes de droit sont toujours des légendes extrêmement simples. Le nom de l'empereur, donc Licinius ou Constantinus, P.F. Hog, Porcius Félix Augustus. Et voilà notre première émission d'Arles. La première émission d'Arles se caractérise pour le monnayage de bronze, légèrement saucé, hein, c'est un sauçage à 2-3%, par une titulature, ce qu'on appelle longue, Ip C. Constantinus P.F. Hog. C pour Caesar, hein, P.F. Hog plus Félix Augustus. Ces monnaies se caractérisent par quelque chose de très important. Elles sont taillées au 72e de livre, c'est-à-dire la même taille que le solidus. C'est très important parce que le monnayage de bronze va être réformé en 313. Et justement, on ne sait pas quand. Mais ça veut dire que cette première émission d'Arles a été frappée avant la réforme monétaire qui va faire passer le poids
la taille du 72e au 96e de livre, c'est-à-dire d'un poids de 4,50 g à un poids d'environ 3,40 g. Donc, toutes les émissions, la première émission d'Arles de Constantin ou Licinius se caractérise par un poids lourd, taillé au 72e, et par la présence de ce C devant le nom de l'empereur, et l'absence, bien sûr, de Maximin. Donc, ces monnaies-là pourraient avoir été frappées après l'éviction de Maximin, vraisemblablement à la fin du printemps, c'est-à-dire grosso modo, allez, on va dire entre le mois de mai ou juin 313. Au revers, nous avons une très belle représentation, cette fois-ci d'un sol courant ou marchand, avec le manteau flottant et le globe près du corps, la légende solide Victo Comité, qui va être la légende pratiquement unique de ce monnayage, mais un sol très particulier qui est beaucoup moins courant que le sol debout à gauche dans une position figée. On va passer à la suivante. Là, vous avez un bronze extrêmement rare de la 4e édition, avec un buste à gauche militaire, avec le bouclier orné de l'empereur qui est en train de galoper, mais toujours ce même sol, donc ce sol marchand ou courant radié avec le manteau flottant. Mais cette fois-ci, nous sommes dans des espèces qui sont taillées au 96e de livre. Donc, première officine à chaque fois. Donc, l'atelier d'art, comme celui d'Ostie, va fonctionner avec 4 officines PSTQ. Une pièce de la première édition, avec un sol beaucoup plus classique, hiératique. Il a néanmoins le manteau flottant, ce qu'on appelle, c'est la position figée, mais avec le manteau flottant. On a une iconographie pour l'atelier d'art qui est extrêmement riche pour la période. En voici encore un autre. Celui-là est beaucoup plus classique. Je dirais que c'est même le plus classique. Et vous avez surtout 2 types de bustes. Le buste de 3/4 en avant, comme nous l'avons ici, ou le buste de 3/4 en arrière, avec le paludamentum et la cuirasse. Nous aurons aussi, en dehors des quelques très très rares bustes, cuirassés, vus de 3/4 en avant. Voilà, vous savez, ce fameux buste cuirassé, donc, et toujours avec les mêmes légendes, toujours la première émission. Alors, la première émission est de loin la plus rare de tout le monnayage d'Arles. Alexis Michel avait recensé à l'époque une centaine d'exemplaires pour tous les revers, donc, ce qui est très peu par rapport aux autres émissions. Dans son corpus, il avait plus de 3000 monnaies. Alors, des fois, des monnaies qui sont connues à 100 ou 200 exemplaires. Mais pour la première émission, tous les revers, tous les types sont rares et toutes les officines ne sont pas connues, recensées. Voici une pièce de la 4e édition avec, alors là, c'est la 4e édition pour la 4e officine, avec un buste, cette fois-ci drapé, cuirassé, vu de 3/4 en avant à gauche. Buste beaucoup plus rare. Ici, une pièce de la première émission, on retrouve notre sol, donc qui est courant à gauche, le manteau flottant, mais cette fois-ci, le globe n'est plus près du corps, il est porté en arrière. Vous voyez, donc, très grande variété iconographique, un type hiératique unique, mais avec une très grande possibilité de représentation dans le sol. Il est en général toujours représenté nu, on voit plus ou moins bien sa musculature, avec le manteau qui est posé ou qui flotte, donc suivant les cas. On a de très rares représentations aussi, là j'en ai pas, je ne crois pas que j'en avais, avec le fouet, c'est-à-dire où le globe est associé au fouet, le fouet étant l'instrument, l'un des épithètes d'Apollon de Sol quand il est dans son char. Voilà, je vous ai mis là ici, alors là c'est très intéressant, vous avez en haut un solidus, donc de Constantin, que nous avons peut-être... Non, on ne l'avait pas vu. C'est une légende qui est reprise directement inspirée par le monnayage de Trajan. SPQR optimo principi, senatus populusque Romani. Et c'est donc le Sénat, au nom du Sénat et du peuple romain, au meilleur des princes. Légende qu'on avait retrouvée, qu'on avait déjà rencontrée dans le monnayage d'or et d'argent en 112-114 pour Trajan. Cette fois-ci, vous l'avez en haut pour l'atelier d'Ostie. Et en bas, vous avez la même monnaie, mais cette fois-ci en bronze. Elles existent d'ailleurs aussi pour l'atelier d'Ostie en bronze, mais cette fois-ci pour l'atelier d'armes. Et là, elles sont beaucoup plus rares. En général, elles sont accompagnées donc d'une aquila, une aigle, qui peut être tournée à gauche ou à droite. Alors, il faut dire que l'aigle n'est pas très ressemblant. Il fait plutôt penser à un ravenne, c'est-à-dire à un corbeau. Mais c'est bien lui. Et vous avez 2 enseignes, l'une surmontée d'une main, la celle de gauche, et l'autre, celle de droite, d'une couronne.
Ces émissions, pour la première émission d'Arles avec INSEE Constantinus, sont extrêmement rares. Mais vous voyez très très bien l'affiliation et vous voyez à quoi je veux vous amener. L'atelier d'Ostie ferme ses portes et il va se retrouver à ou en Arles, suivant les cas. Comment cela s'est-il produit? Comment ce transfert s'est-il effectué? Alors, les ouvertures et les fermetures d'ateliers ne sont pas rares. On en a déjà eu plusieurs cas. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est la concomitance entre la fermeture de l'un et l'ouverture de l'autre, qui sont pratiquement immédiates. Pendant très longtemps, on a même pensé que les deux ateliers avaient pu fonctionner simultanément. Ce n'est pas le cas. L'atelier d'Ostie a d'abord fermé avant que celui d'Arles n'ouvre. C'est clair pour tout le monde, hein? Là, Et voilà la raison. Nous avons deux pièces de la... Alors là, ce n'est pas la première émission, c'est la quatrième émission. Nous avons d'un côté une monnaie avec une légende extrêmement rare. C'est l'utilité, utilitas Augusti. Et de l'autre côté, nous avons un autre revers très très rare qui est la Providentia, donc des Augustes, Augustorum. Et plus que les légendes qui sont intéressantes, ce sont les typologies des revers. Nous avons d'un côté sur une galère qui va vers la gauche, hein, donc ça c'est très important. Nous ne voyons pas la galère complète, nous ne voyons que les rostres et le début des rames, mais c'est bien l'avant que nous voyons à gauche. Et dessus est montée une femme qui pourrait être l'equitas ou la moneta, tenant une balance et la corne d'abondance. Et de l'autre côté, et donc surtout, elle est accompagnée d'une entité derrière qui est casquée, qui tient un globe nicéphore et qui tend la main. Ça pourrait être Mars, ça pourrait être Virtus, ça pourrait être Rome. Sur la deuxième pièce, celle avec Providentia, Augustorum, nous avons cette fois-ci notre même entité. Elle a perdu sa balance, mais elle est toujours sur cette galère et cette fois-ci, elle arrive à droite. Là, on voit très bien l'avant, les rostres de la galère, les rames, et cette fois-ci, elle tend, elle serre la main, donc elle tient toujours sa corne d'abondance, et cette fois-ci, elle serre la main à ce qu'on appelle normalement une représentation qu'on appelle la tiké. C'est-à-dire, la tiké, c'est la représentation de la ville ou de la concorde. On appelle ça aussi en grec l'homonoia, d'une femme qui est tournée, debout, drapée, et qui tient une enseigne. Et ces deux monnaies, l'une de la troisième officine et l'autre de la première officine, sont toutes les deux émises en A. Quel est le message qu'ont voulu véhiculer ces deux monnaies? Est-ce que vous avez une petite idée? Dominique, bien sûr, c'est sûr. Et les autres? C'est pour voir si vous ne dormez pas, si tout le monde suit. Puis en même temps, c'est en même temps pour vérifier que tout le monde suit à distance, après les petites péripéties que nous avons pu rencontrer au début d'exposé. Donc, ces deux monnaies sont très énigmatiques. Et en fin de compte, elles vont nous apporter la réponse à la question que nous nous posons. Pourquoi Ostie et pourquoi A? Reprenons notre première monnaie et nous allons développer maintenant le déroulé. L'atelier d'Ostie ferme au printemps 313. Alors, le printemps, c'est vaste. Hein. Ça commence le 21 mars et ça dure jusqu'au 21 juin. On ne sait pas quand est-ce qu'exactement l'atelier d'Ostie a fermé. Mais en revanche, ce qui est très intéressant sur cette monnaie d'Arles, c'est que nous avons donc l'utilitas publica, c'est-à-dire l'utilité, le bon sens commun de la chose publique, qui est représentée avec donc cette femme qui tient la balance, la corne d'abondance, qui est sur une galère et qui s'en va, avec derrière une entité casquée que tout à l'heure nous ne savions pas, ou que nous pouvions multiplier les hypothèses d'attribution, mais que là, il faudrait peut-être voir tout simplement dans la déesse de Rome, de la cité, de la ville de Rome. Et qu'est-ce qu'elle fait? Pardon? Pas sûr, là, je ne suis pas certain que ça soit un homme. Ça peut être Mars, ça peut être Virtus.
Elle a des gros mollets. Mais à part ça, voilà. Voilà, du temps. Virtus est représenté comme ça aussi. Mais voilà, c'est la virilité. Voilà. Voilà. Et là, en l'occurrence, il y a de fortes chances quand même que nous ayons Rome qui soit représenté, et Rome qui accompagne, donc avec son globe nicéphore, qui accompagne, qui donne, en fin de compte, qui donne le revoir, la bonne destination à cette chose qui s'en va. Et cette chose qui s'en va, c'est tout simplement la monnaie. La monnaie va déménager. Vous savez, déménagement d'une monnaie. Alors bon, il ne faut pas imaginer la monnaie de Paris. Aujourd'hui, si la monnaie de Paris déménageait, il faudrait un peu plus qu'une galère et certainement beaucoup de matériel, de temps et de tout ce qu'on veut. À l'époque, l'atelier d'Ostie, qui est un petit atelier qui a été ouvert tardivement, mais qui fonctionne quand même avec 4 officines, ce n'est pas anodin. Le fait qu'il soit représenté sur un bateau, ça veut dire que le transfert est maritime. C'est-à-dire que la monnaie d'Ostie est partie par voie de mer. Et la chose très importante, que ce soit au 1er siècle, au 2e, au 3e et au 4e siècle, c'est que Mare Nostrum est bien romaine, complètement, mais elle n'est navigable que pendant une très courte période de l'année. Et en particulier, elle n'est pas praticable en dehors du cabotage l'hiver, à cause des tempêtes. Et on n'allait pas prendre le risque de faire déménager une monnaie par voie de mer en hiver. Ça veut donc dire que si nous avons cette scène-là ici et qu'elle représente bien ce qu'elle représente, le départ de la monnaie d'Ostie s'est fait au printemps et pas avant le mois d'avril. D'accord? Voilà une autre monnaie. Alors cette fois-ci avec, alors c'est toujours la 4e émission, mais cette fois-ci avec un buste extrêmement rare pour l'atelier d'Arles, qui est rare de toute façon parce que c'est un buste consulaire, mais double, ce qu'on appelle, c'est le buste H6 chez Bastien, c'est-à-dire qu'il tient à la fois le Scipio et le globe nicéphore. Hein. Donc ça, c'est un buste exceptionnel avec un revers exceptionnel. C'est une monnaie d'anthologie que nous avons là, en plus, qui est quand même dans un très bel état. Et là, on voit très, très bien le geste, presque la main, c'est comme si elle l'a poussé dehors. Donc, qui lui dit au revoir, adieu. Et nous avons encore une fois, donc, sur un autre buste, alors là, cette fois-ci, un buste militaire, très intéressant, c'est un buste E1 du classement de Bastien. Donc, cette fois-ci, l'arrivée, donc cette cité qui accueille cette fois-ci la monnaie d'Arles. Alors, la 4e émission est datée plus tardivement, elle est de 314. Elle a donc été faite a posteriori, après que la scène et que la réalité se soient déroulées. Mais on imagine très bien que l'atelier de Chermont au printemps 313, c'est-à-dire grosso modo peut-être en mars, en avril ou en mai, on a transporté l'atelier par voie maritime à Arles, où il a été installé avec ses 4 officines, en récupérant les 4 officines de l'atelier d'Ostie. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est un cas unique dans l'histoire monétaire romaine, et je pense même de l'histoire monétaire tout court, d'avoir à la fois le départ de l'atelier et l'arrivée de l'atelier, c'est-à-dire la fermeture de l'un et la création de l'autre. Et tout cela dans une période extrêmement précise. Alors, la dernière chose à savoir, rappelez-vous notre hypothèse de départ, dans cette émission d'Arles, de la première émission d'Arles, Maximin est absent. Maximin II d'Aïa est absent. La rupture avec Licinius et Constantin s'est produite au printemps. On n'a pas de date exacte. Et la grande bataille de Tarse a eu lieu vraisemblablement fin juin, début juillet 313. Et ensuite, Maximin d'Aïa étant éliminé à la fin de l'été, il disparaît complètement en août ou en septembre. Donc, ça pourrait vouloir dire que l'atelier, je vous rappelle que la Mare Nostrum on ne peut pas naviguer avant le mois de mars. Mais à partir du moment d'avril, on peut naviguer jusqu'au mois de septembre-octobre. Donc, ça peut vouloir dire que notre transfert d'atelier s'est fait entre le mois d'avril-mai et le mois d'octobre-septembre, maximum. Voici une autre représentation avec un buste assez intéressant, qui est un buste moins rare en général, mais qui là, pour Arles, est très rare, c'est un buste H2,
un buste consulaire avec Scipio à gauche, et donc toujours cette légende Providentiae Augustorum, donc avec 2G pour Constantin et Licinius. Et voilà une dernière monnaie, encore plus rare que toutes, parce que si vous avez bien regardé, depuis le début, que ce soit la première ou la quatrième émission, nous n'avons pratiquement jamais, on l'a eu pour quelques cas en or, mais nous n'avons jamais de Licinius. Licinius est beaucoup moins présent, beaucoup plus rare, et là nous avons un Licinius, donc avec un buste A, et associé au revers Providentiae Augustorum, et donc la légende Licinius, donc c'est pareil, c'est la quatrième émission, et l'arrivée de cette galère avec la ticket qui reçoit la monnaie. Donc, résumons. Nous avons d'un côté la fermeture de l'atelier d'Ostie, qui a quand même fonctionné. Nous avons au moins 2, voire 3 émissions pour Ostie, dont 2 d'or. La dernière extrêmement courte. Donc, celle-là est frappée au tout début de l'année 313. Constantin a pris Ostie, enfin, s'est emparé de Rome le 28 octobre, le 29 octobre. Bon, la nouvelle n'a pas dû être très longue à porter jusqu'à Ostie, qui est peu distante, c'est moins de 40 km de Rome. Mais en attendant le temps de faire des coins, même s'il avait des graveurs avec lui, les premières émissions d'Ostie n'ont pas pu être frappées avant le 1er novembre. Ça ne laisse pas beaucoup de temps. Donc, en réalité, les émissions d'Ostie, la première émission d'Ostie pour Constantin, Licinius et Maximin d'Aia, a dû être frappée en novembre, décembre, 312, janvier 313, minimum. Et comme on sait qu'on a une deuxième émission qui est beaucoup plus importante là, et beaucoup plus riche, et où Maximin d'Aia est encore présent, ça veut dire que cette deuxième émission a au moins fonctionné pendant tout le premier trimestre 313, voire peut-être un peu plus. L'atelier d'Ostie ferme, et ferme définitivement, il ne sera plus jamais réouvert. Et si nous suivons et que nous acceptons la théorie que nous proposent les monnaies, c'est-à-dire à savoir un transfert de l'atelier par voie maritime, passant d'Ostie en bord de mer à Arles, où on pouvait remonter le Rhône par voie maritime et débarquer à Arles, nous avons là la scène d'un transfert maritime d'une monnaie, ce qui est extrêmement rare, sinon unique, et le passage de cette monnaie d'un atelier à un autre en conservant la même structure, puisque l'atelier conserve ses 4 officines, PSTQ, et va frapper pour 2 empereurs, l'un Constantin, l'autre Licinius, avec des monnaies qui sont taillées au 72e de livre, c'est-à-dire poids théorique environ 4,50 g, et qui constitue l'émission inaugurale, où nous n'avons bien sûr pas ces revers, puisque ces revers sont repris a posteriori. Revenir à notre sujet. Pourquoi le transfert d'Ostie en Arles? Après la reprise de Rome, Constantin n'a plus besoin d'un deuxième atelier puisqu'il contrôle les autres ateliers. Il y a Arles, il y a Lyon, il y a Trèves. Il a aussi repris les ateliers de Ticinum et d'Aquilée, donc Ostie n'est plus nécessaire. En revanche, Arles est une ville très importante qui est en train de prendre une grande importance. Constantin a certainement déjà s'est rendu 2 fois en Arles. Et le premier concile, après le rescrit de Milan, rappelez-vous, rescrit de Milan, nous sommes au printemps 313. Vraisemblablement, pas avant le mois d'avril, il faut que Constantin puisse passer les Alpes. Il va rencontrer Licinius à Milan. Le mariage entre la Constantia, qui est la demi-sœur de Constantin, et Licinius va être signifié, et surtout la liberté religieuse. Ce n'est pas le christianisme culte officiel, ça sera beaucoup plus tard. Mais la liberté religieuse est rétablie. C'est surtout la fin définitive des persécutions dans les domaines contrôlés par Constantin et Licinius, et c'est surtout le plus important, les biens qui avaient été saisis, en particulier des églises et des évêques, qui sont rendus. Et la liberté totale des cultes, c'est-à-dire qu'on peut être aussi bien païen que chrétien. C'est la paix religieuse qui met fin à presque 10 ans de persécution. Rappelez-vous, la dernière grande persécution, c'était 303-304, et elle va durer dans le domaine oriental jusqu'en
311 pour Galère et 313 pour Maximin. Parce que Maximin, lui, dans ses territoires, il continue d'être païen et il continue de persécuter les chrétiens. Et en 313, il y a beaucoup plus de chrétiens dans la partie orientale de l'Empire que dans la partie occidentale. Donc, Milan, le rescrit, cet édit de tolérance est extrêmement important. Il sera suivi par le premier concile chrétien. Et où se tient ce concile? Il se tient tout simplement en Arles, en 314, et vraisemblablement que Constantin y a assisté, ou du moins était présent à ce moment-là en Arles. Je rappelle que la liberté, le culte chrétien devenu officiel, ou du moins officieux, c'est le concile de Nicée en 325, et que l'Empire ne sera définitivement chrétien qu'en 392, quand les cultes païens seront interdits par l'édit de Théodose. Donc, on a encore une très grande distance. Donc, Arles est une cité à l'importance économique qui, depuis le 1er siècle, après l'éviction de Marseille, a pris une grande importance économique. C'est à la fois un port fluvial et un port maritime. Constantin aime beaucoup cette ville. D'ailleurs, pour preuve, l'un de ses fils, le premier de l'union qu'il a eue avec Fausta, je rappelle qu'il a épousé Fausta en 307, mais elle n'était pas nubile, elle avait moins de 13 ans. Donc le mariage n'a pas dû être consommé tout de suite, c'est un mariage de raison, c'était un mariage dynastique. Le premier fils de Constantin va naître en Arles en 316, vraisemblablement le 1er août. Ça aura son importance parce qu'à cause de cette naissance, Arles changera de nom, perdra son nom d'Arelatou pour devenir Constantinia pendant une très courte période, jusqu'en 340. Constantin a certainement songé, je vous rappelle que son territoire, il domine l'Occident, il va récupérer à partir de 316, la première guerre contre Licinius, il va récupérer une partie du domaine central, c'est-à-dire les Pannonies. Il veut changer sa capitale. La capitale de Constantin, jusqu'à temps qu'il prenne Rome, c'était Trèves. Il ne veut plus Rome. Il fêtera pourtant ses Décénalia en 315 à Rome. Et c'est pour ça qu'il a peut-être pensé à Arles comme nouvelle capitale. Et Arles, ça serait tout à fait logique, pour que ça soit une nouvelle capitale, il faut qu'il y ait un atelier. En même temps, il punit Rome d'avoir soutenu Maxence et Ostie, qui était un atelier subalterne, de fermer et qui soit remplacé par Arles. Qu'est-ce qui va changer la donne? Qu'est-ce qui va changer pourquoi Arles ne sera jamais capitale? Tout simplement, c'est la guerre. La première guerre, d'abord, entre Licinius et Constantin, et surtout la deuxième, celle de 322-24, 23-24 surtout, qui va amener à l'éviction définitive et avant l'élimination physique de Licinius, et qui va faire que l'Empire est totalement réunifié, c'est-à-dire ce qui était la tétrarchie en 293, qui avait été un régime complètement corrompu et modifié à partir de 308, l'Empire est réunifié avec un seul Auguste, Constantin, et des Césars, et Licinius est totalement éliminé. Et comme les batailles se sont déplacées vers l'Orient, et en particulier bataille de Naval au niveau de Byzance qui a été remportée par Crispus, le fils aîné de Constantin, la nouvelle capitale, logiquement, sera Constantinople, mais ça c'est une autre histoire, et ça sera en mai 330 que la cité sera instaurée comme capitale. Et la ville changera de nom, elle s'appelait Byzance, et prendra le nom de son héros, Constantinopolis, donc la ville de Constantin. Mais en attendant, donc pendant un court laps de temps, Arles aurait très bien pu être la nouvelle capitale de l'Empire romain. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'à Arles, si vous leur dites « ouais, mais c'est Constantinople », pour eux, ils ne sont pas tout à fait d'accord, et vous disent qu'ils ont quand même gardé cette tradition. Voilà nos deux monnaies, donc la ville qui reçoit et la monnaie qui arrive, donc avec toujours ce phénomène, se serrer la main. Quand elle partait, c'était l'accompagnement. Là, quand elle arrive, c'est le fait de se serrer la main. Et voilà, alors voilà, je vous ai fait circuler le premier volume, le plus gros, enfin pas le plus gros, ils ont la même taille en hauteur, mais le volume le plus important, c'est bien sûr le texte, donc qui est le tome 1, et que je n'ai pas amené ce soir parce que sinon, c'eût été trop lourd.
Autrement, donc, juste au moment où Alexis Michel faisait ce master, il était en relation avec Philippe Ferrando, et Ferrando qui avait publié chez la Maison Plate en 1997, avait publié une première version très simple de ce monnayage, a pu, grâce aux travaux qu'il menait à l'époque et en conjonction avec ceux que faisait Alexis Michel, publier un volume beaucoup plus important en 2010 et qui reste aujourd'hui l'ouvrage de référence. Car la mémoire que j'ai pu faire passer, n'est pas destinée à être publiée, ce qui est bien dommage, je le regrette. Alexis Michel devait en faire sa thèse, il l'a abandonné en cours de route pour changer complètement d'affectation, puisqu'aujourd'hui il est criminologue, ça n'a plus rien à voir avec la numismatique, mais en attendant, son travail pour la période 313-318 reste incontournable et source de toute inspiration pour travail ultérieur. Voilà. Et sinon, le bouquin de Philippe Ferrando est l'ouvrage de référence. Je terminerai en vous disant que c'était extrêmement intéressant. C'est l'un des très rares cas, chronologiquement et historiquement, où on peut suivre la fermeture et l'ouverture d'un atelier. On a plein de renseignements. Un jour, je crois que je vous ai traité ici, il y a de nombreuses années, les différentes situations de l'atelier de Rome, qui est passé de l'Arc, c'est-à-dire du Capitole, et qui ensuite est descendu près du Colisée. Mais ça s'est fait sur des très longues périodes, et l'atelier a brûlé plusieurs fois. Là, nous avons un contexte au cours de l'année 313 qui nous permet de fixer très précisément le changement et le passage d'un atelier en Italie à un atelier en Gaule. Et en plus par voie maritime, ce qui est tout à fait exceptionnel. Je vous remercie et j'attends vos questions. Voilà, merci beaucoup.